C'est l'heure du magazine politique en partenariat avec Slide.fr et son cofondateur et ancien directeur du Monde, Jean-Marie Colombani. Bonsoir à vous. Bonsoir Roselyne. Et à vos côtés, Bruno Jeudi, éditorialiste, comme chaque jeudi, pardon pour la blagounette, mais bon, jeudi. Et bonsoir à vous, On n'avait pas saisi. Pardon ? On n'avait pas saisi. Non mais, pardon. Et à vos côtés, pardon, vous me faites perdre mes moyens, Jean-Marie. Sophie Desdéserts, bonjour à vous. Vous êtes grand reporter à Libération, où vous signez des grandes enquêtes. Vous êtes passé par le Nouvel Observateur, par Vanity Fair et Paris Match. Vous publiez Croquis de pouvoir aux éditions du Rocher, une sélection de vos portraits que vous publiez dans ces différents magazines que vous avez publiés. Vous savez saisir vos personnages dans un style que votre éditeur Arnaud Leguerne qualifie ainsi dans la préface l'empreinte de son style à la fois caresse acérée et tendre griffure. C'est assez bien vu. Donc ce livre m'a intéressé car il décrit si bien notre époque et les personnages qui flottent. Généralement, ils ne sont pas loin du pouvoir et parfois proches de la roche tarpéienne, c'est-à-dire proche de la gloire, puis proche du gouffre. Peut-être avant de commencer, Bruno, je mets les pieds dans le plat. Vous étiez rédacteur en chef à Paris Match il y a encore quelques temps, comme Sophie, vous en êtes partis tous les deux, comme beaucoup d'autres. Et dans ce livre, figurent deux portraits qui avaient été censurés par votre journal. Pourquoi ? Ça existe encore, la censure ? Oui, ça existe encore. Alors, il y a ce qu'on appelle la censure, l'autocensure. C'est en quelque sorte le journaliste qui peut très bien aussi ne pas publier un certain nombre d'informations. Mais là, c'est de la vraie censure. Sophie est une journaliste remarquable. Je lui dis pas parce qu'elle est là, parce qu'elle l'a déjà dit. C'est de notoriété publique. Elle faisait des enquêtes. Elle a été recrutée à Paris Match pour justement faire ce type d'enquête, des enquêtes difficiles, des portraits en profondeur, où évidemment, et à la lecture de tous les portraits qu'elle a pu réaliser dans les différents journaux, et notamment Paris Match, c'est des portraits où elle ne ménage pas ses sujets. Et deux des personnages sur lesquels elle a travaillé, le président du PSG actuellement, ainsi que l'ancienne candidate à la présidentielle Valérie Pécresse, sont des portraits qui n'ont pas été publiés, comme on dit pudiquement à Paris Match. Alors tout ça, évidemment, a fait l'objet de différentes réponses de la part de la direction actuelle. Je ne fais plus partie de ce journal. Moi, ce que je peux dire, c'est qu'effectivement, ces articles n'ont pas été publiés parce qu'ils ne correspondaient pas, ou peut-être, parfois, par excès de zèle, on n'a pas voulu les publier pour ne pas déplaire à des puissants. C'est le cas de ces deux papiers. Oui, notamment parce que Valérie Pécresse, il est question, où elle est très en colère contre Nicolas Sarkozy, qui ne l'a pas soutenu, clairement, puisqu'il soutenait Emmanuel Macron. Donc c'est à lire dans ce livre, si vous voulez lire tout ce qui s'est passé pendant cette campagne. Vous avez réagi comment ? Et on ne peut pas dire que c'était... Parce que souvent, on peut trapper des sujets, comme on dit dans la presse, mais parce que parfois, ils ne sont pas bons. Mais ce n'est pas votre cas. Alors moi, je sais pas s'il y a de la censure. Ça, c'est Bruno Jeudi qui a été mon rédacteur en chef qui le dit. Moi, à mon niveau de simple journaliste, je ne sais pas. Je n'ai jamais su pourquoi ces enquêtes qu'on m'avait commandées, ces portraits n'ont pas été publiés. Et c'est ça qui est difficile pour un journaliste, c'est de ne pas savoir, de ne pas avoir de discussion franche sur les raisons réelles. Je pense que quand on est journaliste, on sait qu'on est tous contraints, on subit tous des contraintes, on a tous conscience des contraintes actionnariales. On n'est pas des agneaux, on n'est pas quand on a 20 ans de journalisme derrière soi, on les connaît. Là, moi, je n'ai jamais su, je n'ai jamais eu de discussion franche et directe, donc je ne peux pas parler de censure. Je peux vous dire juste que j'ai vu, on m'a prévenu en général le lundi soir à 10h30, 11h du soir que le papier ne passerait pas pour X raisons, une tempête, un people, mais on m'a jamais dit précisément pourquoi. Donc, Jean-Marie, vous avez été le grand patron charismatique du Monde. Est-ce que la censure est quelque chose qui existe ou qui est beaucoup plus, on va dire, ça dépend sombre et dans des recoins? Ça dépend des journaux, ça dépend de la philosophie des journaux. Il y a des journaux qui sont la propriété d'une personne. Et cette personne dit « je suis propriétaire, donc c'est moi qui fixe la ligne ». Et donc
les journalistes qui y travaillent, à un moment ou un autre, peuvent se heurter à la ligne définie par le propriétaire. Ça existe. Et ça s'est même multiplié en France, les situations de cette nature, puisque beaucoup de journaux sont passés sous la coupe d'industriels qui fixent la ligne, en effet. Bon. Et puis il y a d'autres journaux qui ont davantage le souci de l'indépendance des rédactions. Et après, il y a la vie propre d'une rédaction. Une rédaction, ça n'est pas... En principe, il y a une rédaction en chef, il y a des chefs de service, il y a des filtres. Et un papier peut être refusé, soit parce qu'il n'est pas bien fait, soit parce qu'il est mal anglais, soit ainsi de suite. On ne peut pas pour autant parler de censure. Vous voyez, donc toutes les situations sont possibles. Il y a aussi, comme le disait Bruno tout à l'heure, il peut y avoir de l'autocensure aussi. Ça existe aussi. Mais ça dépend vraiment après de la philosophie qui anime. Il y a un ADN des journaux, comme il y a un ADN des radios, des télévisions, etc., qui font que telle rédaction est difficile à manœuvrer en quelque sorte, et donc elle bénéficie. Vous en savez quelque chose ? Plus de latitude. Mais moi, je pense pas. En revanche, il y a des papiers qu'on a, in fine, après discussion, qu'on a pu publier et dont j'ai regretté qu'on les ait publiés. J'ai regretté qu'on ne les ait pas bloqués. Par exemple, un article qui était aberrant sur le post 11 septembre parce qu'il y avait des rumeurs de... Et s'il n'y avait pas eu... Le Mossad n'avait pas été un petit peu au courant, des choses comme ça. In fine, c'était paru dans un des papiers du Monde. Moi, je regrette très vivement qu'on ait laissé passer ce genre de papier. Vous voyez, c'est un peu la situation inverse. Juste un point quand même, Rosine, par rapport à cette question de papier non publié, puisque c'est le terme qui avait été employé par les directions successives de Paris Match s'agissant des 2 papiers dont vous parliez et qui ont été écrits par Sophie. Je ne cherche pas du tout puisque moi j'ai été dans la direction, puis je ne l'ai plus été, mais c'est 2 papiers que j'avais soutenus. Et c'est vrai qu'il n'y a pas eu de discussion avec l'auteur, il faut le dire. Moi, j'ai eu des discussions avec Sophie sur ces papiers, notamment sur le papier de Valérie Pécresse, puisque en l'occurrence, c'est moi qui l'ai commandé, ce papier. Donc voilà. Il s'est trouvé qu'après, moi, je n'étais plus au journal et ce papier n'a pas été publié. Mais c'est ça qui est intéressant dans la mécanique, dans la fabrication d'un journal. Il y a des sujets qui deviennent effectivement sensibles et, comme le disait Jean-Marie, il reste à la fin un propriétaire d'un journal et un directeur de rédaction. Et puis il y a une évolution des mœurs aussi. Moi, quand je suis rentré au Monde, il y a très très longtemps, je veux dire, les hiérarques d'un service à la fois pouvaient réécrire un papier, le corriger, nous inciter à le refaire complètement, ainsi de suite. La hiérarchie jouait un rôle très pointu. Aujourd'hui, changer une virgule dans un papier, c'est devenu un problème. Donc, il y a aussi un problème de respect de la hiérarchie à l'intérieur des journaux. Vous voyez, ça fait partie du je pense que juste problème. Le mot-clé que vous avez employé tous les deux, c'est discussion. C'est juste avoir une discussion saine et franche entre le journaliste et le rédacteur en chef. Voilà pourquoi. Et là, c'était d'autant plus incompréhensible pour moi que ceux qui liront peut-être ces 2 articles, ce ne sont pas du tout des articles explosifs. C'est pas le Watergate, c'est des articles qui sont faits aussi dans la veine de Match, tout avait été fait dans l'ADN précis de ce journal, justement, que j'ai appris moi aussi à connaître, parce que comme vous le disiez très justement, moi je n'écris pas différemment d'un journal à l'autre, mais c'est vrai qu'il y a un ton, il y a un style, il y a une manière plus ou moins incisive d'écrire les choses. Et là, c'est des articles plutôt très... je pense qu'il n'y a absolument rien d'explosif, et c'était d'autant plus incompréhensible pour moi. Et moi, c'est cette discussion que j'aurais aimé avoir, et voilà, donc ça reste en suspens. Mais... Alors, on rentre dans le vif du sujet, puisqu'il y a un portrait aussi. Enfin, il y a beaucoup de portraits, mais notamment je m'arrête sur celui de Brigitte Macron, un personnage discret. Elle sait doser ses apparitions et plus encore ses déclarations. Dernièrement, elle a reçu la mère de l'adolescente qui s'est suicidée après le harcèlement qu'elle a subi à l'école. Donc, elle rattrapait en quelque sorte le manque d'empathie du ministre de l'Éducation, Pap Ndiaye. Donc ça a été toujours son cheval de bataille, le harcèlement à l'école. Donc vous définiriez Brigitte Macron comme quoi ? Comme vous dites, vous écrivez, enfin c'est un conseiller qui dit ça, la quille, c'est quoi le titre du bateau. papier ? Oui, non mais la quille... Quille affective. Quille affective, peut-être. Oui, c'est ça. Non mais il y a le... J'ai perdu mon... Bref. Oui, je pense que... Dans le titre du papier. En fait, c'était... Bon, bref. C'est
C'est je sais plus. Bon, bref, c'est un conseiller qui dit voilà, c'est elle la boussole d'Emmanuel Macron. En tout cas, c'est vrai qu'elle instille l'empathie dans les mandats de son mari, et que ce soit sur les sujets harcèlement, sur les sujets de l'enfance, sur les sujets des hôpitaux, ou bien même dans les relations avec les ministres. C'est elle qui souvent prend le soin d'appeler. Je me souviens j'avais fait un grand papier sur les 17 mois de Françoise Nyssen. On a oublié le nom de cette ministre de la Culture, mais en tout cas, elle a été 17 mois rue de Valois, s'appelait le papier, et c'était, elle a été congédiée sans aucun égard par le président, sans même un remerciement ni un bouquet de fleurs pour cette femme qu'il avait été chercher. Vous vous souvenez, elle dirigeait une grande maison d'édition. C'était une femme qui vit à Arles, qui l'a convaincue au début de son quinquennat de prendre ce ministère de la Culture assez compliqué. Et c'est elle a été congédiée sans même un mot, sans même l'apprendre de la bouche du président. Mais par contre, Brigitte Macron l'a invitée à déjeuner. Et c'est celle qui rattrape les coups. Tous les journalistes politiques le savent. Enfin, en tout cas, c'est elle qui souvent met du rouage. Je pense que c'est une femme qui a beaucoup d'empathie. C'est une femme qui, pour qui les rapports humains se sont importants. Peut-être lui, en raison de son emploi du temps de président, mais aussi peut-être une forme de rapport assez cynique dans les rapports humains. Elle fait ce job-là. Elle essaie aussi de porter ces sujets, un peu comme Bernadette Chirac le faisait, notamment sur les sujets à la Fondation des Hôpitaux. Elle a repris la présidence et elle tente d'instiller par petites gouttes comme ça, et de manière, je trouve personnellement assez modérée. Elle a peur du faux pas. Toutes ses interventions médiatiques sont extrêmement cadrées, et elle essaie de faire ce job de première dame que Emmanuel Macron voulait inscrire. Vous vous souvenez, au début de son quinquennat, il avait dit à quel point il voulait que ce soit cette fonction de première dame qui n'a aucun statut. Et puis finalement, ça n'a pas été fait. Et elle essaie de trouver sa voix, sa manière. Jean-Marie, est-ce que c'est une des premières dames qui a eu le plus d'influence, en tout cas dans la Ve République? En tout cas, le problème de la première dame reste ouvert, puisque en effet, elle n'a pas de statut, et que l'ambition d'Emmanuel Macron était en effet d'innover dans ce domaine. Et petit à petit, elle a forgé elle a dessiné elle-même le rôle qu'elle pouvait s'attribuer. C'est très, donc, à l'inverse des États-Unis, où le rôle est reconnu, installé, ainsi de suite. En France, on hésite, c'est selon les personnes. Danielle Mitterrand était très proche. Elle a défendu la cause kurde pendant longtemps, de façon très militante. Elle voulait rester militante. Bernadette Chirac, c'était plutôt les pièces jaunes. D'autres n'ont pas influé, ne sont même pas ou très peu apparus. Je veux dire, Carla Bruni, elle portait une sorte d'élégance française, bien qu'italienne elle-même. Mais voilà, donc Brigitte Macron, c'est très particulier, parce qu'on sait en même temps que dans l'histoire du couple, elle joue un rôle décisif. On a tous en mémoire, sans doute, ces sujets qui étaient faits sur la campagne d'Emmanuel Macron, avant la présidentielle, pendant la campagne, où elle était le metteur en scène d'Emmanuel Macron. Donc elle a, par cela, une influence politique majeure. Et je pense qu'elle continue sans doute d'exercer ce rôle. Et puis elle a un rôle aussi elle s'est dotée d'un rôle de relais, parce que tout le discours consiste à dire oui, mais un bon politique doit avoir des capteurs. Il y a un capteur en chef à l'Élysée, c'est manifestement Brigitte Macron. C'est vrai, Bruno, c'est un capteur. Elle voit beaucoup de gens, elle sort de l'Élysée, ce qui n'est pas le cas, et on en parlera dans un instant, du secrétaire général de l'Élysée, Alexis Collère. Donc elle va sentir les choses dehors, elle voit beaucoup de gens. Vous parlez du secrétaire général de l'Élysée. Non, mais avec qui elle ne s'entend pas très bien par ailleurs. Brigitte Macron, c'est assez connu. Oui, c'est un capteur. Elle voit beaucoup de gens. Je pense que les gens lui parlent forcément de manière un peu plus facilement qu'au président. Elle parle plutôt franchement. Elle adore recevoir et questionner tout le petit monde qu'elle reçoit sur des petites choses, sur des grandes choses, sur des choses quasi people, comme sur des choses elle aimait bien Paris Match aussi. Très importantes. Elle adorait Paris Match, et Paris Match a beaucoup aimé également Brigitte Macron, jusqu'à les périodes où les moins apparus en couverture, parce qu'il y a eu à ce moment-là d'autres choix éditoriaux qui ont été faits. Moi, je considère que Brigitte Macron est probablement la première dame qui a réussi le mieux dans cette fonction qui n'existe pas, parce que je pense qu'elle apporte, elle est vraiment un élément
absolument centrale dans le couple, et dans la vie privée, et également dans cet Élysée, au fond, où Emmanuel Macron est quand même assez enfermé avec un personnage très narcissique, et au fond, elle amène aussi un peu d'humanité à ce président. Et si, dans leur genre, elles ont réussi... Enfin, Bernadette Chirac a été une première dame populaire, reconnue. Je crois que Brigitte Macron est sans doute celle qui aura le plus compté, parce qu'il ne faut quand même pas oublier que Bernadette Chirac, dans le premier mandat, elle n'existe quasiment pas. C'est dans le deuxième mandat, à la fin du premier. Brigitte Macron, au fond, elle va faire cette décennie à l'Élysée de manière assez discrète, mais en coulisses de manière déterminante. Sophie, vous vouliez rajouter quelque chose ? Non, je pense que c'est aussi parce que c'est un vrai couple, ce qui n'était pas le cas, je pense, des Chirac, où quand même ils avaient des dissensions. En tout cas, elle voulait exister parce que sans doute c'était aussi un peu une femme délaissée. Or, les Macron, ils partagent tout. Elle est très importante, notamment sur les discours. Les plumes d'Emmanuel Macron m'ont raconté combien elle insiste là dans son rôle de professeur de lettres et de théâtre pour qu'il soit plus concis, pour qu'il aille de manière plus percutante, pour qu'il dise grassement. Et voilà, et puis dans la réflexion de l'Élysée aussi, elle s'est emparée de ce palais alors que c'était un palais vieillissant et que sous Hollande, par définition... Elle avait été prévenue par plusieurs... Oui, je crois que notamment par Carla Sarkozy, qui, elle, avait fait le choix justement parce que Bernadette Chirac lui avait dit, vous savez, l'Élysée, c'est un palais de glace. Tout se sait. Et donc Carla Bruni-Sarkozy avait décidé de ne pas habiter l'Élysée. Elle avait gardé sa maison chez elle dans le 16e. Et donc Brigitte Macron, elle s'y est installée. Ses enfants y viennent. C'est un palais qui vit davantage avec elle qu'avec les autres. C'était Madame Pompidou qui disait c'est la maison du malheur. Mais vous savez, depuis justement l'époque Pompidou, vous avez raison d'en parler, le palais n'avait pas été rénové de cette manière. On a enlevé les mauvaises ondes, c'est ça ? C'est-à-dire que la salle des fêtes, le bureau, le mobilier, les tapis, ils ont presque tout changé. Et d'ailleurs, elle adore faire visiter le palais. Certains hauts fonctionnaires m'ont raconté un peu ébahis. D'ailleurs, vous donnez le prix de la rénovation. Je crois que c'est 950 000 euros. Je ne me souviens plus, mais je crois que je ne suis pas la seule à avoir donné. Le Canard enchaîné avait aussi s'était intéressé. Ils sont... Alors, il y a un autre personnage. On va parler d'Alexis Colère, mais un autre personnage que vous croquez, qui est Mimi Marchand, que vous décrivez ainsi. Mimi, donc pour les initiés, une figure du milieu, dealeuse en chef de la presse people, meneuse de paradis, créditée de quelques coupes pendables comme les photos de Hollande casquées au seuil de retrouvailles avec Julie Gaillet. Donc Mimi Marchand, c'est, comme vous l'avez très bien décrit, c'est un peu la reine des paparazzades, mais qui aussi... Vrai ou fausse ? Pardon ? Vraie ou fausse, parce que vous savez que dans le milieu justement de la paparazzade, il y a la fausse paparazzade et il y a la vraie. Voilà, elle bloque parfois des sorties, elle protège. Et apparemment, quel drôle d'attelage quand même, les Macron et Mimi Marchand, qui a fait de la prison, qui est un personnage un peu gouailleur avec... Moi, je m'y intéresse assez tôt à Mimi Marchand. Je m'y intéresse à l'hiver 2017, justement parce que je m'étonne de voir dans l'entourage de ce candidat En Marche dont tout le monde dit que c'est la nouveauté, nouveau personnel politique, nouveau conseiller, et je retrouve cette Mimi Marchand qu'on avait tous un petit peu en tête parce qu'elle s'était en fait remarqué dans des frasques avec Voici des sombres histoires ou avec la couronne d'Angleterre, et je me dis tiens, c'est étonnant qu'elle soit au premier rang des meetings d'Emmanuel Macron. Que fait-elle? Et donc j'essaie de retracer le parcours de cette femme et je me rends compte que donc elle a été présentée au Macron par Xavier Niel, donc le fondateur de Free, qui au cours d'une discussion d'une réunion avec Brigitte et Emmanuel Macron se plaignent des paparazzis qui les entourent et qui visiblement pourrissent leur vie et leur week-end. Et Xavier Niel leur dit mais je vais vous présenter quelqu'un qui va vous aider à gérer ce problème-là et avoir un peu plus de tranquillité Parce qu'il y a et puis il y a des rumeurs à l'époque de Emmanuel Macron qui serait... Il a lui-même d'ailleurs... il a lui-même fait un sort à ces rumeurs pendant sa campagne de 2017. En couple avec Mathieu Gallet, donc là-dessus, il est obligé quand même... Enfin, c'est surtout Brigitte Macron, c'est ce que vous expliquez, qui s'inquiète de ces rumeurs sur son mari. Oui, bien sûr. Non, mais de toute façon, Mimi Marchand,
Et c'est un personnage romanesque. D'ailleurs, il y a une série Netflix, je crois, qui est en préparation. C'est un personnage incroyable. Alors bon... Quand on travaille à Paris Match, on connaît Mimi Marchand parce que forcément, elle vend ses photos. Elle décroche son téléphone. Elle vend ses photos à ce journal et c'est bien logique puisque c'est son métier de faire de la photo de. Mais elle vous appelle pour dire tiens, j'aimerais bien faire une photo du couple Macron sur la plage. Non, c'est du commerce, vous savez. Oui. Donc elle arrive, elle a des vendeurs, ils viennent le lundi avec leurs photos et on achète ou on n'achète pas. C'est du commerce orienté. C'est du commerce politiquement orienté. Je veux dire, c'est pas un commerce orienté en faveur de François Hollande, par exemple, qui en a été une des victimes. Il faut peut-être aussi rappeler que Xavier Niel, c'est le propriétaire du Monde. Pas anodin non plus. Mais par ailleurs, ça renvoie au fait que la presse People, et Match à un côté People, historique d'ailleurs, joue un rôle important dans les campagnes électorales. Très important. Et donc d'être valorisé d'avoir suffisamment de une de Paris Match, de reportages de Paris Match, c'est important dans une pré-campagne, plus encore dans une campagne. Donc c'est pour ça, sans doute, qu'elle a été recommandée à Brigitte Macron et qu'ensuite les choses se sont enchaînées. C'est juste, et permettez-moi d'ajouter aussi que c'est une tour de contrôle. C'est une vraie journaliste, Mimi Marchand, en fait. Contrairement à ce qu'on croit, il n'y a pas que les photos. Elle est une sorte de concentration de plein d'informations. Elle a dans tous les journaux, y compris au Canard enchaîné, y compris au Monde, elle a des informateurs. Et donc, quand vous êtes ces gens-là puissants qui avaient besoin d'une certaine forme de contrôle de la presse People, soit d'utilisation de la presse People pour leurs images, soit de contrôle quand il y a, dans l'article, par exemple, Bernard-Henri Lévy dit et a accepté de me raconter comment parfois il utilisait Mimi Marchand, Xavier Niel aussi. Donc, si vous voulez, j'ai aussi découvert à l'occasion de cette enquête et en essayant de retracer le parcours de cette femme, combien des entrepreneurs, des gens, des artistes, des business et des politiques font appel à elle. Aujourd'hui, elle est très proche de Cyril Hanouna. Je crois savoir qu'il y a des liens aussi avec Gérald Darmanin. Donc, elle connaît tout le personnel politique et elle est aussi très proche des Sarkozy. Donc, c'est ça qui m'intéresse dans mon travail, humblement, c'est aussi de raconter pour le lecteur, parce que je ne pense qu'à lui tout le temps, à mon lecteur, à nos lecteurs, comment fonctionne cette micro-société parisienne et comment aussi les gens de l'ombre, les gens qu'on ne voit pas, ont un rôle très important. Voilà. Alors, justement, ceux qu'on ne voit pas, on va parler d'Alexis Kohler, alors qui est surnommé par son entourage AK-47, comme la Kalachnikov, ce qui n'est pas très sympathique. On se souvient qu'Alain Juppé aussi était surnommé Amstrad. Je crois que Cédric O, Samsung, parce que ses origines asiatiques, enfin bon, ils ont tous des surnoms. Donc c'est le secrétaire général de l'Élysée. Et on a longtemps entendu cette critique en France. La France est gouvernée par deux personnages, Alexis Kohler et Emmanuel Macron et Alexis Kohler, un couple en quelque sorte indissociable. Et on reproche beaucoup justement à Alexis Kohler, c'est ce que vous dites dans votre livre, de ne pas sortir. C'est-à-dire, c'est le copilote, quoi. Jean-Marie. Vous l'avez souvent dit sur les plateaux que deux personnes gouvernaient la France. Il y a surtout une personne qui prétend gouverner la France seule. C'est Emmanuel Macron. Donc c'est vrai qu'il est je veux dire qu'Alexis Kohler le seconde depuis toujours, depuis qu'il était ministre aux Finances d'ailleurs, et puis ensuite président. C'est un rôle clé, le secrétaire général de l'Élysée. Il y a deux rôles clés dans la République, c'est le secrétaire général de l'Élysée et le Premier ministre. Le Premier ministre qui pilote la machine politico-administrative du pays, et le secrétaire général qui fixe un certain nombre d'arbitrages. Et c'est vrai que dans le système d'Emmanuel Macron, où tout doit remonter à Emmanuel Macron, du coup, ça donne énormément de pouvoir à Alexis Kohler. Je veux dire, c'est plus le système Macron qui est en question que le rôle que peut exercer Alexis Kohler, qui n'est jamais que le rôle que lui concède Emmanuel Macron. Donc après, on peut se dire, c'est un peu... Qui influence qui, c'est vrai, mais... Qui influence qui ils ont la même formation, ce sont deux technos. De super techno en quelque sorte. Donc il n'y a pas de complémentarité, il y a simplement une osmose parce qu'ils ont au fond toujours un peu la même approche des problèmes. Et c'est un des problèmes d'Emmanuel Macron d'ailleurs, de ne pas avoir de contrepoids politique suffisamment costaud autour de lui ou avec lui. Ce qui est d'ailleurs la marque des dirigeants. Les dirigeants sont d'autant plus grands ou meilleurs qu'ils savent s'entourer. Et la qualité de l'entourage est une des clés pour comprendre. Et là, la qualité de l'entourage chez
Emmanuel Macron, ce sont des technos, pour l'essentiel. Il est à l'aise au milieu des technos, dans un pays qui est par définition un pays ultra-politique. Donc c'est une des raisons des équilibres qu'il peut y avoir. Je pense que c'est toujours des technos qui sont secrétaires généraux de l'Élysée, mais la plupart du temps... Dominique de Villepin n'était pas, mais bon, globalement, on va dire que ça en est. Mais la différence, sans doute, et c'est là où il y a encore quelque chose de... On monte d'un cran avec Alexis Kohler, c'est que vraiment Emmanuel Macron l'impose tout le temps et partout. Et je me souviens du début du premier mandat où Édouard Philippe n'aura jamais de tête-à-tête avec le président Emmanuel Macron, au point que la réunion de tête-à-tête se transforme en quatuor, où il y a d'un côté le président et son secrétaire général, avec en face le Premier ministre et son directeur de cabinet. Et on va vivre comme ça pendant 3 ans avec ces deux tandems qui, au fond, vont exploser à la fin. Et c'est toujours l'Élysée qui gagne, de toute façon, dans notre système. Mais c'est assez incroyable de voir que même le président, pour son tête-à-tête avec le Premier ministre, impose Alexis Kohler, qui, du coup, devient vraiment la tour de contrôle de toutes les décisions dans ces années de pouvoir exercé par Emmanuel Macron. Alors Sophie, vous écrivez, lorsqu'il est à Bercy, il est décrit comme un colbertiste qui a du mal avec les corps intermédiaires, ce qui explique sa difficulté dès son premier quinquennat, sa difficulté avec les syndicats et notamment la CFDT et Laurent Berger et la source, dans le fond, peut-être de son échec des réformes des retraites, en tout cas du fait que la CFDT soit rentrée plutôt du côté de la CGT que du camp présidentiel, on va dire. Voilà, ça c'est du Kohler dans le texte. On charge toujours plus les hommes qui ne parlent pas. Hein. C'est un homme de l'ombre, donc je pense qu'on lui prête aussi tous les... Alors, il est vrai que c'est certainement le secrétaire général de la Ve République qui a le plus de pouvoir, dans le sens où il touche à tous les domaines. Les domaines régaliens, les domaines... il a un œil très vif et très vigilant sur ce qui se passe à Bercy. Il suit tous les dossiers économiques, financiers, et aussi les relations avec les ministres, les dossiers politiques. Donc, il est vraiment sur tous les dossiers. Effectivement, les relations avec Laurent Berger étaient exécrables. Et d'emblée, ça a joué peut-être dans le... et sans doute, là, je rejoins ce que vous disiez, Jean-Marie, c'est qu'ils ont la même matrice, au fond. Il y a une même... Elle s'est forgée à Bercy, elle s'est renforcée avant même d'aller à l'Élysée. Je pense qu'ils avaient une feuille de route. Voilà, et sur aussi la volonté de transformer l'ENA au moment des Gilets jaunes et de détruire, en fait, aussi, en tout cas, disons, l'appareil étatique tel qu'il existait, en tout cas de le remodeler à leur façon à eux, avec la disparition du corps diplomatique et préfectoral. Qui, à mon sens, est quand même un signe très inquiétant, parce que c'est aussi ces gens-là d'expérience. Quand vous avez un diplôme qui est arabisant, qui est depuis 30 ans au Moyen-Orient, vous avez des hommes d'une compétence incroyable. Aujourd'hui, la nouvelle configuration fait que ces gens-là n'existeront plus, ou alors ils seront pour des contrats de 5 ans, ce qui là aussi pose problème. Quand vous savez que dans 5 ans, votre poste est remis en jeu, vous n'avez pas la même liberté ni d'action, ni de parole. Et pour moi, ça, c'est vraiment, en tout cas, très incompatible avec la promesse de départ, qui était une promesse de réforme de l'État, mais de renforcer l'État. Et là, effectivement, Alexis Kohler et Emmanuel Macron, mais dans un tandem dont on ne sait rien, au fond, parce que moi, je pense qu'il y a quand même des dissensions. Il y en a une. Il y a une dissension, justement, et vous avez raison, Sophie, c'est que quand même, et qui peut-être a laissé un peu de traces dans ce début de mandat, c'est que Alexis Kohler va tout faire pour que ce soit Elisabeth Borne qui soit Premier ministre, qui n'était pas le premier choix, on le sait, d'Emmanuel Macron, qui voulait nommer la présidente de la métropole de Reims, Catherine Vautrin, et Alexis Kohler, il va remonter les barons de la Macronie, Richard Ferrand, François Bayrou, et même quelques ministres, comme Gérald Darmanin, pour bloquer en quelque sorte cette nomination et faire en sorte que ce soit Elisabeth Borne, dont il est très très proche, ou inversement, c'est Borne qui est très proche d'Alexis Kohler. C'est comme ça qu'Elisabeth Borne va finalement, le plan B va devenir la première ministre, qui n'était pas prévue au départ. Oui, et puis il soutient aussi certains ministres. J'ai récemment signé un grand portrait de Marlène Schiappa dans Libération. Oui. Et là, je me suis rendu compte à quel point le maintien de Marlène Schiappa, en dépit de ses phrases dans Playboy, en dépit de des soucis qu'elle peut avoir à travers l'affaire du fonds Marianne,
c'est aussi les liens avec Alexis Kohler, Emmanuel Macron aussi, mais Alexis Kohler prend soin de ces soldats originels de la Macronie, des Mormons et de gens comme Marlène Schiappa. C'est un homme d'une fidélité aussi. Il faut voir, il y a un côté moine-soldat chez Kohler. Et il porte beaucoup. Alors les Mormons, c'était ce qu'on appelait les... Il a une vie de moine-soldat. Il a une vie de moine-soldat, oui. Il a une vie de moine-soldat. Et à la fin du premier... C'est affreux comme poste. Les gens n'ont pas idée de ce que ça représente en termes de force de travail. D'une certaine façon, Macron a le même défaut. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui travaille de 7h du matin à minuit, 1h, 2h du matin. 2 heures, Je veux dire, et c'est trop, et ce n'est pas sain. Parce que, comme disait François Mitterrand, il faut toujours se ménager 3 ou 4 heures de travailler liberté. Assez peu, par ailleurs. Non, mais se ménager 3-4 heures de liberté. Oui, mais il était un grand président. Probablement le président qui a le moins travaillé sous la 5e. Oui, je suis pas sûr qu'il ait été bon sur tous les plans. Il recevait des heures, les Jean-Marie. journalistes, donc il n'était pas très occupé. Il était très occupé, mais en même temps... En même temps, c'est la fonction du président aussi de recevoir les balades sur les quais de Seine. Et les balades sur les quais de Seine. Non, mais là, le propos de Bruno est purement idéologique. Il faut faire attention. Mais pour revenir sur ce que vous disiez, Sophie, il y a 2 choses à retenir, en fait. D'une part, ce que vous évoquiez tout à l'heure, c'était dans le livre d'Emmanuel Macron. Dans Révolution, il fait la critique des corps intermédiaires. Donc, il applique cette doctrine. Il pense que c'est des vieux ustensiles qui servent plus à rien. Et ça, il est d'accord avec Kohler là-dessus. Je veux dire, ils ne sont pas séparables. Il pense que ce sont des freins à la transformation du pays. Alors que dans une période aussi fragile que la nôtre, avec des problèmes de cohésion, le rôle des syndicats dans la cohésion sociale est essentiel. Et il n'a pas vu ça. Et donc, un des grands ratages du double mandat d'Emmanuel Macron, c'est le divorce avec Laurent Berger. Avec la CFDT. Et pourtant, tous les syndicats Emmanuel Macron avait fait venir à l'Élysée un homme, un ancien de la CFDT, qui n'est pas resté longtemps. Philippe Grandjean, qui ne s'est pas tellement entendu avec Alexis Kohler, mais qui est parti. Donc ça, c'est un des grands, vraiment une des grandes failles de... Et puis, par ailleurs, je pense que l'autre grande erreur d'Emmanuel Macron, dans un pays, ce qui est toujours dangereux dans les sociétés démocratiques, dans les sociétés comme la nôtre, c'est quand une courbe, le racisme, croise une autre courbe, l'anti-élitisme. Quand les deux se croisent et se mêlent, on est en danger. La démocratie est en danger. C'est ce que nous vivons aujourd'hui. Emmanuel Macron, en supprimant l'ENA par pure démagogie, eh bien, il donne raison à ceux qui tiennent le discours anti-élite. Il nourrit lui-même la machine anti-élite. Donc, c'est d'une certaine façon, tous les deux, Macron et Kohler, ont été dans ce domaine des apprentis sorciers. Et ça je pense que c'est une faute stratégique majeure. Alors, c'est très étonnant, parce que tous les deux sont des énarques, et on aurait pu dire ils ont été aussi... ils ont bénéficié du meilleur de... L'école de Strasbourg. Exactement. On va faire la place à Véronique Reissoult. Donc, voilà, si vous avez remarqué, on n'est plus dans le même studio, voilà, donc on cherche un peu nos marques. Donc vous nous quittez, voilà. Et je rappellerai donc le titre de votre livre, Croquis de pouvoir, aux éditions du Rocher. Sophie des Déserts, vous nous attendez là, on arrive. Véronique Reissoult arrive pour la chronique sur les réseaux. Voilà, pas de jingle, ben c'est pas grave, écoutez, voilà. C'est de la télé, on s'habitue. Ma chère Véronique, bonjour. Bonjour. Donc, on va en parler, puisque ça a été l'actualité de la semaine. C'est la dissolution, sur proposition de Gérald Darmanin au Conseil des ministres, du soulèvement de la Terre. Oui. Donc, ce collectif d'écolos qui sème un peu la panique. Qui sème la panique. Et on va en parler quelques instants, parce qu'on a parlé de tas de choses passionnantes. En vous écoutant tout à l'heure, il y a un sujet qui est le climat, qui préoccupe les Français et qui a fait beaucoup réagir. Et forcément, ce sujet du soulèvement de la Terre qui a été dissous a beaucoup fait parler. Pour vous donner une idée, 350 000 messages dans la semaine, donc oui, ça a beaucoup fait parler. Ça a plutôt fait parler en positif pour les soulèvements de la Terre. Quand vous voyez les petits émojis, vous voyez que c'est important, mais il y a le fameux bras, la petite pelote, c'est qu'en fait, il y a des longues histoires qui sont racontées, le attention, le urgent. Bref, globalement, c'est plutôt positif. Vous demandez ce qu'est cette petite flamme au milieu bleu. Vous la connaissiez pas, celle-là? Non, on ne la connaissait pas, celle-là. Non, alors sur le message suivant, vous comprendrez, en fait, c'est le symbole des soulèvements de la Terre. Et donc, ça vous donne une idée du nombre de fois où ce sont eux-mêmes qui se sont défendus. Vous le verrez un jour. La radicalité, voilà. Et globalement, on va dire que...
cet emblème, cette association fondée en 2021, qui était un peu l'emblème de la radicalisation de la cause écologique, a été plutôt soutenue. Alors par eux-mêmes, vous allez me dire c'est normal, mais aussi par les politiques. Parmi les politiques, il y a évidemment Madame Rousseau, mais il y a aussi Monsieur Richet, qui n'est pas un politique d'ailleurs, qui est un journaliste, qui sont montés au créneau pour dire que finalement la dissolution de cette association jusque-là, voilà. Il y a un peu du retard à l'allumage, là. C'est pas grave. Cette dissolution, finalement, jusque-là, visait des milices armées ou des groupes terroristes. La décision du 21 juin 2023 contre les soulèvements de la terre est un grave recul des libertés publiques en France. Et ça a été très repris, très commenté, très vu, avec des tas d'éléments pour motiver et mobiliser les militants. Et en particulier, donc, des politiques comme Mme Rousseau qui se sont exprimées en expliquant que préférer enfermer les militants, dissoudre un mouvement plutôt que de regarder le problème du réchauffement climatique en face, vous restez comme ceux qui n'ont finalement rien compris aux enjeux, et donc des attaques et des moyens pour essayer de faire en sorte que les choses bougent. Mais quand même, la réalité, c'est que les choses sont pas si claires que ça. En particulier, il y a un papier qui est sorti dans l'IB qui a été beaucoup relayé sur les réseaux qui explique que, voilà, dans le fond, même Monsieur Cohn-Bendit, par exemple, qui était censé soutenir les militants, se pose la question de ces militantes. Tout part à volo. C'est pas notre journée. Tout part à volo. En particulier parce que, dans le fond, est-ce que eux-mêmes sont très clairs? Parce que lui-même dit, les méthodes de ces militants, c'est quand même compliqué. C'est quand même eux-mêmes qui se sont mis dans cette situation difficile. Donc certains, du côté écolo, disent la fin justifie les moyens, le gouvernement ne bouge pas assez, donc il faut être violent. Et d'autres disent non, il ne faut pas non plus aller si loin. Donc on voit que c'est pas si simple cette histoire de mode d'action et de militantisme écologique virulent. Alors évidemment, comme on est sur Internet, ça se termine par une blague. Puis je sais que vous alliez me dire... Véronique, trouvez-nous une blague. Donc, je vous en ai trouvé une, mais elle était pas mal relayée. Alors, je vous en ai mis un peu plus gros. Il y a, alors, ça se dissout pas facilement, le soulèvement de la Terre dans les méga-bassines. Vous voyez, un petit personnage, voilà. Et puis, vous avez aussi, franchement, est-ce qu'on a des têtes de terroristes et des soulèvements de la Terre, vous voyez. Éco-terroristes, voilà. Les appelle Gérald Darmanin. Exactement. C'est vrai que c'est compliqué comme... Très compliqué c'est une décision compliquée parce que si on regarde l'historique des dissolutions, ça s'adresse à l'extrême gauche et à l'extrême droite quand ces mouvements deviennent violents. Exactement. Bon. Or là, moi, j'ai été peut-être à tort, mais j'ai quand même été très marqué par les images des violences. Moi, je pense que c'était très violent. Bassines, très violent, ultra violent, cette espèce de carapace, comme une tortue romaine qui avançait comme ça, avec un nombre invraisemblable de policiers blessés, lourdement blessés. D'ailleurs, il y a eu en effet du côté des manifestants des gens très lourdement blessés aussi, en plus petit nombre, mais gravement blessés aussi. Donc, ils sont violents et ils sont assez astucieux parce que récemment, dans un programme télévisé, on voyait deux des porte-paroles de cette association qui sont gentils comme tout. Une jeune femme qui était très, très douce, très voilà. Donc oui, alors comme dirait Madame Rousseau, le climat, etc. On leur a dit, mais bien sûr, ils défendent. Non, là, ce qui est en question, c'est une vraie violence. Et ce sont des gens qui pensent que or, la violence, point de salut. Une démocratie normalement constituée se défend contre ça. Donc, la dissolution n'est pas illogique. La dissolution, quelle que soit la couleur d'ailleurs du gouvernement en place, un gouvernement qui a en charge le respect de l'ordre public, face à des mouvements violents, il utilise les armes qui sont à sa disposition. C'est-à-dire la dissolution, ce qui n'est pas une arme d'une rare violence, parce que derrière, ils vont reconstituer d'autres associations. Oui, c'est déjà fait, et c'est le propre de ces mouvements, c'est qu'ils sont déjà organisés. Et il y a quand même un risque de la part de l'État, parce que c'est vrai qu'ils vont contester la dissolution, et la justice administrative devra se prononcer. Bien sûr. Ouais. Merci beaucoup à tous. Et on est un peu, c'est pas notre studio d'habitude, donc voilà, on n'est pas au point. Mais la semaine prochaine, ça ira mieux. C'est ça, le changement, c'est pas maintenant. Ça déstabilise. Voilà. Bon, je rappelle le livre Sophie des déserts, Croquis de pouvoir aux éditions du Rocher, très bon livre. Merci à tous, merci à Flore Simon et à toute l'équipe technique. À très vite.